Salut à toutes et à tous, vous regardez l'œil de Moumou sur le média qui grandit, qui innove avec une deuxième chaîne YouTube, le Média 24/7, à laquelle nous vous invitons d'ailleurs à vous abonner, une proposition plus axée sur l'actualité quotidienne, avec également de nouveaux programmes, notamment la contre-matinale diffusée tous les matins du lundi au vendredi à 8h sur le Média 24/7. Retrouvez également le journal des luttes du lundi au vendredi à 13h, toujours sur le Média 24/7, au cœur de l'actu, notre émission d'actualité du soir. Et évidemment, sur notre chaîne principale, vous pouvez toujours retrouver les rendez-vous avec nos chroniqueurs et journalistes habituels, en plus du récap, un bulletin d'infos concis et dense, animé par Marion Lopez sur la chaîne Le Média TV. Voilà, on passe tout de suite à ce nouveau numéro de l'œil de Moumou. Salut Morad. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à toi cher Fabrice. Alors comme d'habitude, comme à notre habitude dans cette émission, on démarre avec les tops et les flops, mais avant tout, un préambule. Oui, alors j'avais pas prévu, pour tout vous dire, j'étais dans les transports pour venir vous retrouver et j'avais prévu mes préambules et j'ai découvert une séquence absolument ahurissante. C'est la porte-parole du gouvernement qui va officiellement, alors je parle souvent du climat islamophobe dans les médias, en le condamnant évidemment, en le pointant, en expliquant à quel point ça peut être violent pour nos compatriotes musulmanes et musulmans. Et là, c'est la porte-parole du gouvernement qui, chez CNews, Europe 1, enfin c'est tout un mélange de clubs de la presse, je ne sais quoi, va lancer officiellement la semaine nationale de l'islamophobie décomplexée et de lutte contre l'entrisme. Alors l'entrisme fantasmé des frères musulmans, parce qu'en fait, personne ne peut citer de nom de frères musulmans, mais ils sont partout. Avec cette spécificité, je vous en parle juste après l'extrait, avec cette spécificité qu'ils sont finalement nulle part et partout, et on a du mal à différencier les frères musulmans des musulmans eux-mêmes. Je vous laisse regarder, j'en parle juste après. Qui serait fait. Oui, l'islamophobie est un concept qui est utilisé en fait de façon victimaire pour justement justifier un certain nombre d'actions. Je pense que ce rapport va apporter de la clarté et va nous permettre soit d'utiliser tous les outils juridiques qui sont en notre possession, soit d'améliorer la loi et de nous permettre d'aller plus loin dans les outils qui sont nécessaires pour garder notre État laïque. Là où c'est extrêmement vicieux, c'est que les musulmans, soit ce sont des parias qui vendent de la cam dans les cités de banlieue et que ce sont des séparatistes, voilà, et dans ce cas-là, ils sont pointés comme tels, soit ils réussissent, ils s'intègrent, faudra qu'on se mette d'accord sur le terme intégration, mais enfin ils s'intègrent, ils deviennent professeurs des universités, chercheurs au CNRS et ainsi de suite. Et là c'est de l'entrisme. Ça veut dire que ils vont rentrer de manière cachée avec la fameuse taqiya, là, ils cachent leur islamisme. Donc dans tous les cas ils sont perdants. C'est-à-dire que un musulman qui réussisse pas, qui soit en cité HLM ou à l'université, dans tous les cas, il est coupable. Et je trouve ça extrêmement dangereux, d'autant qu'un rapport vient de sortir, un rapport excessivement discutable, j'en ai pris en partie connaissance, excessivement discutable et rédigé par des gens dont il faudra qu'on reparle ici, et qui va faire en sorte, ça a commencé, là on enregistre mardi, on est diffusé à partir de mercredi, mais déjà depuis 24 heures, c'est un torrent de boue, notamment de la part des médias d'extrême droite, sur ce danger de l'islam en France, puisqu'ils ne font évidemment aucune séparation à part sémantique. Et puis c'est aussi grave parce que c'est l'illustration d'une certaine prolifération de biais racistes dans ce gouvernement après Retailleau. La porte-parole du gouvernement, symbole qui marque de voir la porte-parole du gouvernement utiliser des termes. Mais c'est gravissime. Elle dit, je rappelle, vous pouvez le revoir, l'islamophobie est une forme, un outil de victimisation. Mais imaginez qu'on dise ça pour une autre religion. C'est toujours, on en revient toujours à cette même logique du deux poids, deux mesures. Je voudrais revenir sur quelque chose dont je parle peu souvent, malheureusement, c'est la hiérarchie de l'information. Je pense que c'est très important. Et là, je vais prendre le biais de la presse locale, dont je parle peu aussi. Et c'est la venue de Rima Hassan, qui a fait carton plein, salle pleine, environ 550 personnes dans une salle qui en contient un peu moins, à Orléans.
où j'étais présent. Et par exemple, le maire, Serge Grouard, quand il fait une réunion dans cette même salle, ne remplit pas la salle. Donc voilà, c'était quelque chose de remarquable dans une période particulière où il y a quand même, on débat un tout petit peu des questions, des questions moyen-orientales et des questions géopolitiques au Moyen-Orient. Et là, le journal local va faire une espèce de brève qu'on va voir, où ils vont commencer, donc c'est vraiment une brève ridiculement petite, où ils vont commencer par expliquer que ils vont donner alors le nombre de 20 manifestants. Alors, c'est des gens de Reconquête qui étaient là, qui vociféraient. En fait, il y avait 3 Gugus, ils étaient une grosse douzaine. Et il les nombre à 20. Et pour eux, c'est l'événement. C'est-à-dire qu'on démarre le papier par les militants d'extrême droite présents pour dire Rima, la France n'est pas à toi, Rima, dégage, et ainsi de suite. On est en plein, je vous rappelle quand même, en plein génocide ou à minima, nettoyage ethnique au Moyen-Orient, enfin, à Gaza. Et donc, ils vont démarrer là-dessus. Mais par contre, on peut les excuser, la République du Centre, donc le journal local de l'Orléans, parce qu'ils n'avaient peut-être pas beaucoup de place pour parler de Rima Hassan, puisqu'il y avait une information beaucoup plus importante, c'est le festival de l'Asperge. Et là, ça prend quasiment une demi-page. Donc, je trouve ça absolument scandaleux. Alors, Denis Petitjean, qui est le responsable d'Orléans-Loiret-Palestine, qui a fait venir Rima Hassan, a cherché en vain pendant tout le week-end à avoir des gens de la République du Centre, y compris le rédacteur en chef. Il a Johnny Roussel, je vais le citer, il n'a jamais réussi à les avoir. Ils se sont renvoyés la balle les uns les autres, la patate chaude. Il n'a jamais réussi à les avoir, jamais réussi à avoir d'explication, y compris ce lundi. Et donc, il est outré qu'on ait pu consacrer aussi peu de place à un événement qui me semble politiquement, quoi qu'on pense de Rima Hassan, on peut la détester, il n'y a aucun problème. Simplement, là, je trouve que voilà, c'est par rapport à l'actualité et à l'information, ça me pose un véritable problème. Justement, puisqu'on parle de Rima Hassan, nous allons revenir vers notre ami Meyer Habib. Ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé parce qu'il est plus présent sur les médias, à part... Ouais, il est moins là. Voilà. Même si on sait qu'il est très virulent sur I24 News. Oui, alors c'est même plus que ça. C'est sur les grandes gueules de Moyen-Orient d'I24 News. Donc c'est le premier prix d'I24 News. Et il y est, et il vocifère évidemment. Et là, il a été égal à lui-même par rapport à une affaire dont on va parler juste après, à savoir l'Eurovision. Il va produire un tweet qui va retirer aussitôt et qui va remplacer. Sauf que le tweet qui va remplacer le premier tweet est encore pire. Je vous laisse regarder le premier tweet. Voilà, il traite, je ne vais pas le dire à l'antenne, voilà comment il traite Rima Hassan. Enfin, si je suis obligé de le dire, pour les gens qui ont des problèmes de vision et je respecte toujours ces questions-là. Je fais toujours attention et je présente mes excuses quand je ne lis pas les tweets à l'antenne. Il va la traiter de petite pute. Une députée européenne, petite pute. Il va courageusement retirer ce tweet et là, on va voir le deuxième tweet, il va la traiter de petite vermine antisémite. Pire encore. Alors, c'est pire que pire parce qu'il ne peut pas être sans savoir que vermine, c'est quelque chose d'englobant. C'est-à-dire que il ne traite pas uniquement Rima Hassan de vermine. Vermine, c'est le terme qu'employaient les nazis pour qualifier les juifs. Et quand on dit vermine, ça veut dire qu'on qualifie une population. Et là, en l'occurrence, il qualifie clairement les Arabes pro-palestiniens de vermine. Donc, elle a annoncé avec un tweet laconique qu'elle allait le poursuivre en justice. J'espère qu'elle va le faire. Alors, je rappelle que David Guiraud, je crois, l'avait qualifié de porc et de cochon. Enfin, voilà. Alors moi, j'adore les cochons. Les petits cochons, si vous en avez croisé un jour. C'est pas très sympa pour eux. Oui, c'est pas sympa pour les petits cochons. Ils sont marrants comme tout. Ils font du 0 à 100 km/h en l'espace de 4 secondes. Ils vous rentrent dedans. Ils aiment jouer. Ils sont adorables. J'en ai nourri. J'en ai caressé. Voilà. Voilà. Soyons sympas avec les cochons. Je me vois pas caresser. Pardon. Ah non. Excusez-moi, j'ai une image qui m'a traversé l'esprit. Je ne me vois pas caresser Meyer Habib voilà, de la même manière, donc pitié pour les cochons. Voilà. Allez, on passe au top et au flop. Et on commence au top et tu veux nous parler d'Éric Zemmour qui se la joue spécialiste en intelligence artificielle, non sans une pointe de xénophobie.
Ouais, alors c'est assez drôle. Donc l'intelligence artificielle va permettre de nous débarrasser des immigrés, coupables de tous les maux de la terre et ainsi de suite. Et là, il y a un confrère qui va sur... alors c'est RTL, c'est le jury, le grand jury. RTL, Le Figaro, M6, Public Sénat. D'ailleurs, ça me rappelle un sketch des Inconnus où il faisait un club de la presse. Je ne sais pas si tu as connu ça. Vous pouvez retrouver ça assez facilement sur les réseaux. Un club de la presse, c'était Paris Turf, Libération, L'Humanité, Le Figaro, Le Monde. Enfin, il cite quasiment tous les titres. C'est un peu bizarre d'avoir autant de titres sur un club de la presse. Et notre confrère préfère sourire de sa démonstration complètement stupide à propos du ramassage. Alors, je crois que c'est des fraises, si mes souvenirs sont bons. Enfin, je vous laisse écouter cette chute, elle est très rigolote. Et le petit sourire du confrère raconte la stupidité du propos d'Éric Zemmour, qui n'y connaît visiblement rien sur l'intelligence artificielle. Il y a en ce moment le développement, là je parle à moyen terme, le développement de la robotique et de l'intelligence artificielle qui va régler cette question. Donc moi je compte beaucoup sur le progrès technologique. Nous aurons demain des robots avec l'intelligence artificielle qui pourront faire beaucoup des travaux aujourd'hui dévolus aux immigrés. C'est l'intelligence artificielle qui va ramasser les fraises. Mais ça sera très bien. Un robot qui pourra penser à Nietzsche en ramassant les fraises. C'est le rêve de Karl Marx. Un top paradoxal à présent, le discours médiatique sur Gaza qui commence à montrer des signes d'inflexion, de changement, peut-être avec un peu d'hypocrisie aussi. Oui, il y a forcément de l'hypocrisie. Ça vaudrait vraiment une émission complète, ce revirement des médias. Et puis, pas que des médias, aussi de la manière dont les médias réagissent à des acteurs comme des dessinateurs, je ne citerai pas leur nom, des rabbins ou des rabbines, et des éditorialistes, des patrons de presse, des patronnes de presse, qui d'un coup se mettent à dire « Ah là là, quand même, il y a beaucoup de morts civiles et beaucoup d'enfants déchiquetés, peut-être il faudrait condamner ce qui se passe en Israël et condamner la politique de Netanyahou. » Et bien là, on va avoir un exemple avec BFM TV, quand même, qui a soutenu pendant des mois, plusieurs mois, notamment Rafovitch, le porte-parole, le fameux porte-parole de l'armée israélienne, le porte-parole francophone de l'armée israélienne. Et là, Rafovitch va être cueilli parce qu'il va avoir en face de lui, pour la première fois sur BFM TV, depuis des mois et des mois, un discours et des questions critiques. C'est à déguster sans modération. La guerre n'est pas contre les Palestiniens à Gaza, la guerre est contre le Hamas. Quand le Hamas sera défait à Gaza, croyez-moi que la situation sera bien meilleure pour les Gazaouis à Gaza. Mais est-ce qu'il y aura encore des Palestiniens à Gaza et que répondez-vous aux accusations d'épuration ethnique qui sont sur la place publique dans toute l'Europe? Vous êtes quelqu'un de sérieux, je vous connais, je vous suis depuis très longtemps. Votre question, vous comprenez qu'elle est ridicule. Vous posez une question qui est fondée sur le narratif du Hamas. C'est pas moi qui pose la question, ce sont les chefs de gouvernement britanniques, finlandais, suédois, allemands et français. Le président français a parlé de cette honte qu'il avait ressentie face à ce qui se passait à Gaza. Ce n'est pas ma position, c'est la réalité des interrogations de nombreux gouvernements. Et un deuxième top paradoxal pour cette top, Momo. Oui, c'est Sabrina Agresti-Roubache. Alors, j'avais apprécié son geste de s'être retiré de la course aux législatives à Marseille pour éviter qu'un député Rassemblement national soit élu. Là, elle revient à ses fondamentaux. Et alors, on pourrait parler de n'importe quel sujet, de l'industrie de la brosse à dents au Burkina Faso. Ils ont cette capacité extraordinaire à revenir toujours au même sujet. Devinez lequel. Je vous laisse écouter. Les communautés vivent plutôt bien ensemble. Mais par contre, que ce soit instrumentalisé par la France insoumise notamment. Et moi, je l'avais dit, Jean-Luc Mélenchon n'est pas un moudjahidine de l'islam. C'est un gros bourgeois qui n'a jamais bossé de sa vie, qui n'a fait que de la politique, et qui, le jour où les musulmans ne lui serviront plus dans les urnes, il rebroussera chemin, il changera de crèmerie. Kevin, on arrive au terme de l'émission. Alors, on pourra dire que c'est juste elle qui... Non, mais pas du tout. Regardez Philippe Val, l'ancien patron de Charlie Hebdo, qui a totalement lâché la rampe. Alors lui aussi, il va partir d'un fait divers tragique, évidemment, et il va réussir, mais en l'espace de quelques secondes, ces gens sont les champions de l'accélération. Ils prennent des raccourcis à travers le champ de maïs, ils s'en foutent complètement des ronds-points. Et regardez comment il va réussir à avoir la même démonstration en partant d'un fait divers pour arriver à la France insoumise. Évidemment.
On parle de décivilisation. Alors la décivilisation, c'est un concept qui a été inventé par un grand intellectuel, Norbert Elias, qui a beaucoup étudié le XVIIe siècle, qui dit qu'on a commencé à manger avec des fourchettes, etc., le roi, à la cour, et après le peuple, les bourgeois, puis le peuple s'y sont mis pour faire pareil. Je pense que la décivilisation, elle vient souvent d'en haut. Et je pense aussi que le spectacle du monde politique, notamment à l'Assemblée nationale, n'est pas pour rien dans la montée de la violence en France. Je pense que l'attitude de LFI, l'exemple que donne LFI dans les manifs, mais aussi à l'Assemblée nationale, à la télévision quand on les voit, n'est pas pour rien dans la levée du tabou de la violence et l'incivilité. Et c'est parti pour les flops. On parle de la présidente de l'Assemblée nationale qui est en tête de tes flops. Ah oui, alors, toujours sur le même truc. C'est un peu un fil rouge de cette chronique parce que ça submerge complètement l'actualité. Donc, Yael Braun-Pivet fait partie de ceux qui, d'un coup, découvrent qu'il y a des massacres de civils en Israël. Et donc, elle, je sais pas, elle fait une espèce de mea culpa qui me semble extrêmement bizarre. Il faudra qu'on l'analyse. Mais elle campe sur son humanité inconditionnelle et légendaire à Netanyahou. Et elle va appeler à... Tendez bien l'oreille, écoutez bien ce qu'elle va dire. En tout cas, il ne faut rien exclure, je crois, parce qu'il ne faut rien exclure. Il faut, et lorsque l'on parle justement de pression massive internationale, il faut en tout cas ne rien s'interdire, faire en sorte que tous les moyens soient utilisés pour que cela cesse. Maintenant, ces pressions-là, elles doivent aussi s'exercer évidemment sur les Palestiniens et sur le Hamas, qui détient encore des otages. Donc, elle a bien dit qu'il faut continuer à faire pression sur les Palestiniens. Alors certes, les Palestiniens et le Hamas, sauf qu'elle ne dit pas les Palestiniens et le Hamas qui détiennent les otages. Ça, j'aurais pu l'entendre dans un espèce de truc en disant les familles palestiniennes ont pris des otages chez eux et compagnie. J'aurais pu l'entendre, pas être d'accord, mais l'entendre. Non, écoutez bien. Réécoutez bien, elle a bien dit les Palestiniens, mettre la pression sur les Palestiniens et le Hamas qui détient. Donc seul le Hamas détient. Donc il faut mettre la pression sur le Hamas, d'une part, ce qu'on peut entendre, mais aussi sur les Palestiniens. Ça signifie quoi? J'avoue que j'ai du mal à comprendre. Comme quoi le soutien inconditionnel est parfois ancré dans le subconscient. Je pense que chez elle, c'est un petit peu plus qu'ancré. Allez, on passe à un autre flop, celui d'un événement qui était très attendu, l'Eurovision. Tu veux nous en dire plus? Oui, alors c'était un grand moment, cette Eurovision. Ça m'a fait penser aux Jeux Olympiques, avec l'histoire des Russes. Ça m'a fait penser à la présence des Israéliens également, enfin, de toute une série de débats comme ça, comme quoi le sport serait un sanctuarisé, comme dirait Michel Simès, et qu'on n'aurait pas le droit de s'exprimer sur ces questions-là. Sauf que la réalité nous dit le contraire. Par exemple, le Parisien va révéler les coulisses de la remontada de la chanteuse israélienne. Alors, je rappelle que la chanteuse israélienne est arrivée deuxième au concours, donc derrière l'Autrichienne, je crois. J'en ai rien à cirer, moi, je ne suis pas du tout ces questions-là. Mais enfin, là, j'étais obligé, puisque ça a traversé tout l'espace médiatique. Et le titre du Parisien est assez marrant sur cette histoire de remontada, comme si c'était un truc magique et sorti de nulle part. Sauf que non. Très concrètement, Israël et une partie de la diaspora sioniste, je dis bien sioniste, c'est-à-dire pro-Netanyahou, a en fait, comme on va le voir sur ces images, alors c'est un tweet de Manouk, les coulisses, elle répond aux Parisiens, elle explique que les coulisses, c'est que Israël et la diaspora ont mis des moyens absolument extraordinaires pour faire en sorte que les gens votent au maximum pour elle, mais pas pour des raisons de qualité de chant ou je ne sais quoi, ou de mélodie, mais évidemment pour faire en sorte qu'en plein conflit, en plein génocide, leur porte-étendard à l'Eurovision, qui est vu par des milliards de personnes, arrive peut-être première, ce qui n'a pas été le cas, heureusement, mais arrive première, mais en tout cas, ils ont mis les moyens. Et donc, cette information, si vous voulez, rebalancée par Manouk, elle est confirmée, et c'est ça qui est drôle, parce qu'il suffit d'aller voir des comptes bien précis, et on se rend compte qu'eux-mêmes reconnaissent les faits. On va voir ce qui s'en dit, par exemple, sur CNews. Des organisations de différents pays sont totalement opposées. Vous avez en Espagne l'exemple de l'Espagne, où la commission de l'Eurovision espagnole n'a pas accordé de vote à l'Espagne, mais les votes du public espagnol ont donné tout leur voix à Israël. Et vous avez de nombreux exemples comme ça en Europe. Et heureusement,
vous voyez que quelque part, la vérité triomphe toujours. Israël est arrivé deuxième, c'est quand même fou. C'est-à-dire que toute la vague de haine qui ont pris tous les médias internationaux, aujourd'hui, l'État d'Israël, du moins la candidature israélienne, est arrivée deuxième à l'Eurovision. Et merci, monsieur le ministre, pour vos mots, de rappeler aussi le rôle du président Chirac, notamment dans la reconnaissance de la France durant nos épisodes de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est rassurant de voir des anciens ministres qui, quelque part dans ce climat de chaos, rappellent aujourd'hui le volontarisme et être déterminés sur ces questions de combattre le prétexte antisioniste. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit sale sioniste, on veut dire sale juif. Donc c'est quand même rassurant d'avoir aujourd'hui des ministres, et quelque part on le voit dans le gouvernement aujourd'hui avec Retailleau et Darmanin, des ministres qui sans ambiguïté combattent la haine anti-juive. Et alors, comme je le disais, il y a des institutions qui disent voter pour la candidate parce que elle est gentille, elle est mignonne, elle chante bien et compagnie, avec un peu de finesse, avec un peu d'intelligence. Et de l'autre côté, il y a des Bruno Attal. Alors, ces gens-là, donc c'est un ancien flic qui était plus souvent en arrêt maladie qu'au commissariat, qui a créé un syndicat de Raslar et qui était candidat pour Reconquête aux législatives, qui s'est pris un râteau. Et qui est plus connu par les Thaïlandais, notamment les jeunes Thaïlandais, que par les jeunes Français. Voilà. Et donc, ce flic condamné, par ailleurs, pour insulte envers une députée, il va lui aussi confirmer de manière assez brillante, et c'est ça que j'aime bien avec ces garçons, c'est qu'en fait, il suffit d'aller voir leur compte et vous avez tout à fait la confirmation des doutes que vous pourriez avoir. Il va dire... Alors, je vous laisse regarder la capture d'écran. Ce soir, votez gratuitement jusqu'à 20 fois pour Israël, jusqu'à 20 fois. Ça, c'est la règle. Parce que c'est la plus belle chanson, parce qu'on ne peut pas voter pour la France, ce qui est vrai. Pour soutenir Israël qui combat les terroristes islamistes, pour nous aussi, et pour faire chier Mélenchon, Caron, Porte, Soudet et tous les islamo-gauchistes. Donc, il valide, ce sombre crétin valide que oui, c'est bien une affaire politique qui n'a rien à voir avec la chanson et avec la culture israélienne. Évidemment. Alors, tu veux nous parler aussi d'un constat que tu as fait en regardant le plateau de Jean-Jacques Bourdin. Oui, alors c'est un flop spécial Bourdin. Il a reçu. Alors on avait montré. Alors rebelote, c'est quand même fou cette obsession qu'ils ont pour Rima Hassan. Je ne comprends pas. On va revoir l'extrait avec Rima Hassan et je vais vous expliquer pourquoi je vous le remontre. Regardez, c'est très court. Du régime israélien qui est relayé et non pas la voix des familles des otages. Ici, vous n'êtes pas dans une officine de propagande du régime israélien, Rima Hassan. Non, mais je regardais simplement les conclusions de l'Institut. Excusez-moi, Jean-Jacques Bourdin, avec tout le respect que j'ai pour vous avez quand même été avec d'autres un certain nombre de relais quand même de la propagande israélienne. Rima Hassan. Ne serait-ce que l'affaire des 40 bébés décapités. Si je vous ai invité, c'est pas pour que vous ne mettiez en cause, ou alors c'est pas la peine. Mais c'est pas moi qui le dis, si vous voulez, c'est les observateurs internationaux. Les observateurs, je ne sais pas quels observateurs. Francesca Albanese, qui est rapporteur spécial des Nations Unies. Débat. Non, mais il y a une responsabilité médiatique. L'Institut médico-légal national d'Israël confirme que les enfants Bibas ont été tués à main nue. Après, comment? Je ne sais pas, mais tués à main nue. J'ai une question simple à vous poser. Moi, je me fie à la voix de la famille Bibas, plus que régime moi, israélien. j'ai une question simple à vous poser. Les enfants Bibas, parlons des enfants Bibas, seraient-ils morts s'ils n'avaient pas été enlevés et séparés de leurs parents? Est-ce qu'ils seraient morts? Mais bien sûr que non, mais de la même manière que... Qui est responsable? Mais alors, attendez, de la même manière que les 18 000 enfants palestiniens ne seraient pas morts si on n'avait pas un régime d'occupation, de colonisation imposé par le régime israélien. Je ne vous parle pas des 18 000 enfants palestiniens. Évidemment, tout le monde déplore. Mais évidemment, c'est un peu la raison de ma présence. Mais Rima Hassan, évidemment que tout le monde déplore leur mort. Eh ben, elle n'a pas eu de bol, Rima Hassan, parce que Marion Maréchal-Le Pen, elle a eu beaucoup plus de chance, parce que pendant des longues minutes, des couloirs complets, et sans sourire narquois, sans moquerie, elle va pouvoir développer ses idées tranquillement, sous le regard bienveillant de notre cher ami Bourdin. Regardez. Et maintenant, juste je complète là-dessus. Moi, ce qui, on va dire, m'interpelle sur le sujet israélo-palestinien, c'est surtout les incidences qu'il a en France. Parce que je vois à travers ce conflit le prétexte pour toute l'extrême gauche de déverser sa haine, sa détestation de l'Europe et de la France. Je le vois à travers un récent post de Rima Hassan qui fait une comparaison, mais sans queue ni tête, entre la politique du gouvernement israélien
et le fait que finalement les Européens et la France ne seraient qu'un ramassis, pardonnez-moi, de salopards, colons, exploitants, abusifs et comment dire, et collabos en tout genre. On voit cela, on voit Jean-Luc Mélenchon dans une dérive absolument ignoble, puisqu'on l'a vu encore récemment s'afficher aux côtés d'un youtubeur, un influenceur américain d'extrême gauche qui s'appelle Hassan Piker, qui explique que ça n'a aucune importance si des viols ont été commis le 7 octobre, parce que selon lui, ça ne change rien. Notre invité aujourd'hui est un intervenant bien connu du paysage intellectuel, médiatique et politique français, politologue, essayiste, enseignant et aussi électron libre dans ses engagements politiques et médiatiques. Thomas Guénolé est avec nous, ancien compagnon de route de la France Insoumise, qu'il a quitté en 2019. Il continue de porter une voix de gauche dans ses livres et sur les plateaux de télévision, toujours plus hostiles. Aujourd'hui, on prend le temps de revenir avec lui sur ses engagements et sur certaines des grandes questions qui traversent la gauche et la France, notamment le défi de la lutte contre l'extrême droite, car il a décidé de lancer un nouveau média baptisé Uppercut TV, une émission web qui se donne pour mission de, je cite, boxer la propagande de l'extrême droite. Vaste programme, sur lequel on revient avec vous, Thomas Guénolé. Bonjour. Bonjour. Alors, cette émission en ligne, Uppercut TV, c'est la suite logique de votre engagement depuis toutes ces années contre l'extrême droite? Oui, tout à fait. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est vraiment une étape en cohérence avec tout ce que j'ai fait depuis un peu plus d'une dizaine d'années, c'est-à-dire qu'on peut changer d'avis sur tel ou tel sujet, évoluer sur tel ou tel sujet, mais la constante fondamentale de mon parcours, c'est de me battre contre l'extrême droite sous toutes ses formes et par tous les moyens. Alors, financer, porter un média aujourd'hui, un média en ligne, on sait que c'est un défi, on le sait encore plus ici, ici vous êtes au courant. Aux médias. Comment vous arrivez à dépasser les embûches sur la création d'un média en ligne? J'ai fait comme un certain nombre de gens qui se sont lancés dans ce genre d'aventure, c'est que j'ai ouvert une cagnotte en ligne. Et donc, ça va être... Au début, j'avais envisagé un système d'abonnement payant avec des contenus réservés aux abonnés et des extraits gratuits. Et puis, j'ai déjeuné avec un ami qui est trésorier de l'asso qui chapeaute le Canard réfractaire. Et il m'a donné un cours sur le paysage. Et il m'a dit, Thomas, non, je vais t'expliquer comment ça fonctionne, etc. Et donc, je suis ressorti de là en me disant, OK, en fait, il vaut mieux mettre tous les contenus en gratuit et compter sur les dons des gens qui souhaitent que ça existe. C'est d'ailleurs ce que le média a fait pendant très longtemps. Voilà. Et ce qu'il fait encore, je crois, c'est toujours le cas. Voilà. Donc c'est le même modèle. Et éventuellement rajouter des contenus spécifiques, exclusifs, mais renverser la proportion en réalité. Donc c'est sur Tipeee. Et c'est facile à trouver puisque le nom de la cagnotte, c'est Thomas-Guénolé. Voilà. Donc je démarre à peine. Vous savez, ça fait quoi? Ça fait 2 semaines que je me suis lancé dans cette aventure, mais ça fait quoi? Je pense que ça fait 5 ou 7 ans que j'y pense, et j'ai enfin osé. C'est pas que j'ai plus le trac, c'est juste que c'est la gravité de la situation que j'ai comprise pendant ma période TPMP. Je savais déjà que la situation était grave en termes de prolifération de l'extrême. Oui, je le rappelle, sur oui, j'ai fait la dernière saison de Cyril Hanouna. J'ai fait la dernière saison de TPMP, effectivement. Et donc, j'ai compris à quel point la prolifération et la rhinocéros, en fait, de Ionesco, la prolifération des idées d'extrême droite était encore plus grave et plus forte que ce que j'imaginais, alors que j'imaginais déjà quelque chose de grave. Et donc, je me suis dit, que j'hésite ou pas, que je le traque ou pas, il faut y aller, donc je vais monter mon truc. Et puis voilà, au moins, j'aurais fait mon devoir. Mourad. Alors, bonjour. Alors, merci infiniment, Thomas, d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Non, c'était pas gagné, parce que il y avait une première invitation qui avait été déclinée finalement, qui avait été acceptée puis déclinée. On le voit sur les réseaux sociaux, c'était très transparent. Complètement. Voilà, et puis j'avais mis des réserves sur le fait que potentiellement, mais on en reparlera peut-être un peu plus tard, que potentiellement c'était dû à des raisons de pression. Enfin voilà, mais vous me direz ça. Vous me direz ça, c'est pas l'objet de notre... Ok, d'accord. Pour l'instant, vraiment, on parle de ça. Alors, vous dites que c'est très récent, que vous n'avez pas trop le trac, sauf que vous avez une expérience, enfin, je parle face caméra, vous avez une expérience de vous lancer dans une aventure comme celle-ci, sauf que vous avez effectivement, comme l'a rappelé Fabrice, une expérience médiatique très importante, puisque, alors, je crois que TPMP, c'était en direct ou pas ?
Ah oui. Voilà, donc c'est par rapport au track, c'est ça qui m'avait tilté. Vous avez cette expérience que... Non, parce que la grosse différence, c'est que quand vous lancez votre propre émission web et que vous la faites sur votre nom, et que vous le faites essentiellement tout vous-même, en fait, vous portez d'avance la responsabilité du résultat en bien ou en mal. Et donc, vous, je sais pas, mais moi, je suis très sujet à l'angoisse de la performance et à l'angoisse de l'échec. Et donc, enfin, bref, mais on va pas psychanalyser, mais vous voyez l'idée. Et donc, c'est un saut de l'ange pour moi. Mais après, je me suis dit, en fait, on s'en fout, mon sort personnel n'est pas le sujet. Et ce qu'il faut, c'est faire le job. Alors voilà, justement, c'était ma question. Vous appuyez a priori sur votre expérience politique, médiatique, pour avoir une espèce de mélange analytique qui permette de donner un avis, notamment sur la manière dont il faut combattre le Front National, l'extrême droite en général. Et une question... pour moi, il est plus urgent, d'ailleurs ça se voit, vous avez la gentillesse de regarder les épisodes pilotes. Pour moi, il est plus important, beaucoup plus important, de combattre les médias d'extrême droite que de combattre les partis d'extrême droite. C'est fondamental. Je les mets dans le même lot, puisque moi, je les traite ici, de manière régulière, de militants, parce que voilà, je parle de la... Pour moi, le RN, comme ils sont en plus, c'est des gros mauvais, je tiens à le dire, le RN, c'est juste la caisse enregistreuse du travail des médias d'extrême droite. Non, mais absolument, mais on parle ici souvent je parle souvent de la ferme Mille Collines qui, dans le Var, élèverait les militants qu'on retrouve chez Frontières ou ailleurs, et qui sont, pour moi, pas des journalistes, qui sont des militants purs et durs. Frontières, ça se voit. Et puis, un socle commun, celui du financement parfois Bolloré, à la fois des médias, mais aussi des initiatives politiques. Donc, oui, tout à fait. Oui, absolument. Mais alors, ma question, c'était... Ah non, mais Frontières, ils sont... comment dire ? Frontières, ils sont au-delà de la ligne éditoriale d'extrême droite. Ils ont réussi à atteindre le pestilentiel. Je ne pensais pas que c'était possible. Bah ça laisse. Je dis militant pour être correct. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est ça. Alors ma question, était celle-ci. Est-ce que nous sommes en 2025, en mai 2025, est-ce qu'il n'est pas trop tard pour combattre l'extrême droite qui est aux portes du pouvoir ? Peut-être. Peut-être qu'il est trop tard. Mais alors pourquoi ? Pourquoi lancez-vous Hypercute TV qui se donne aussi pour mission de combattre une propagation qui est déjà peut-être achevée ? Parce que peut-être qu'il n'est pas trop tard. Aussi, c'est la contrepartie de ce que je viens de dire. C'est-à-dire que c'est très mal barré, pour être clair, c'est très mal barré en France pour empêcher l'extrême droite de prendre le pouvoir. Elle est déjà partiellement au pouvoir à force de prolifération de ses idées. Retailleau. Bruno Retailleau est d'extrême droite. Je veux dire, enfin, à un moment, il a des idées qui sont proches de... Non, Bruno Retailleau est d'extrême droite. C'est un constat factuel. Si je prends la grille les cases à cocher chez Umberto Eco, qui sont cumulatives d'en reconnaître le fascisme, et que je prends les positions et les actes de Bruno Retailleau, oui, il est franchement bien fasciste. Pas à la hauteur d'un Mussolini ou d'un Hitler, c'est pas ce que je dis, mais au sens strict politique, idéologique du fascisme, oui. C'est quand même quelqu'un qui vous a dit... d'une part que société multiculturelle, sous-entendu les Arabes, égale société violente. Donc n'importe quel problème de violence, c'est à cause de la présence des Arabes pris dans leur ensemble. Voyez. Et en plus de ça, c'est quelqu'un qui vous a dit que l'état de droit n'est pas sacré. Ce qui est quand même un critère assez solide pour repérer un fasciste. Voyez. Et d'ailleurs, vous remarquerez, c'est une parenthèse, j'ai remarqué depuis 10 ans, un peu plus de 10 ans que je suis dans le débat public en France, quand on qualifie, il fallait faire très attention avant de qualifier quelqu'un de fasciste parce que ça vous assimilez, vous, à quelqu'un qui est excessif. Maintenant, vous avez remarqué, et c'est très frappant sur le zeitgeist, quoi. En fait, maintenant, on peut discuter d'où en est la fascisation, on peut discuter de fascisme actuel, de néofascisme, de est-ce qu'un tel est plus ou moins fasciste, et c'est pas du tout des discussions d'officine d'extrême gauche. Maintenant, ça fait partie de la discussion. Je veux dire, Chapoutot est chez Gallimard. Vous voyez ce que... Oui. Il n'est pas chez Libertalia, qui est par ailleurs une très bonne maison d'édition. Voilà, donc il y a quelque chose qui a changé. Mais inversement, la fenêtre d'Overton a tellement bougé, y compris la fenêtre d'Overton médiatique, a tellement bougé que les gens d'extrême droite et les fascistes disent que dès qu'on n'est pas d'accord avec vous, vous dites qu'on est d'extrême droite. Elle a bougé des deux côtés, c'est-à-dire qu'elle a énormément bougé vers l'extrême droite, je ne le conteste pas. On entend de plus en plus des abominations, ce qui prouve bien qu'en fait, plus vous ouvrez vers l'extrême droite, plus vous aggravez le problème. Mais elle a aussi bougé vers la gauche. Je pense, sincèrement, y avoir, dans la modeste mesure de mes moyens, contribué notamment en faisant partie des gens
qui ont réintroduit certaines propositions qui n'étaient même plus audibles. Je pense en particulier à l'idée d'interdire le Rassemblement national au motif d'incitation à la haine. C'était un discours qui n'était plus tenu depuis les années de Charlie Hebdo et de sa pétition dans les années 90. Et il y a d'autres éléments qui font que, par exemple, tout le travail qui a été fait par Jean-Luc Mélenchon et par la France Insoumise a énormément contribué à réhabiliter des positions de gauche qui n'existaient plus, en fait. Et vous n'avez plus droit à une accusation immédiate de goulag ou ce genre de stupidité. Donc il y a d'autres problèmes, mais c'est quand même un changement. Je vous prends un autre exemple et j'en resterai là. Sur le conflit israélo-palestinien, qui n'est pas un conflit israélo-palestinien, hein, c'est l'apartheid et un génocide, hein, c'est pas un conflit. Et donc, en fait, il n'était juste pas possible d'être à ce point pro-palestinien dans le débat public français il y a encore 4 ou 5 ans. Dans les deux cas, je suis d'accord avec vous, c'est l'aggravation de la situation d'un côté qui ouvre davantage d'espace de liberté d'expression et d'idées de l'autre côté. C'est vrai. Donc, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, hein, entendez-moi bien. Mais c'est un fait. Bien sûr. On va peut-être regarder un extrait. Alors, chaque opus démarre par l'explication du pourquoi, du comment de cette Uppercut TV. Donc, on va l'écouter. Je ne vais pas le faire à chaque épisode, mais là, je le fais au début. D'accord, oui, c'est ça. Mais là, pour l'instant, c'est ce que j'ai vu. Ouais. Donc, on va regarder afin de vraiment planter le décor et de comprendre pourquoi vous vous êtes lancé dans cette aventure que je vous espère heureuse. Merci, c'est gentil. Bienvenue dans Uppercut, l'émission qui boxe la propagande d'extrême droite. Nous ne voulons pas faire barrage à l'extrême droite. Nous voulons la démolir. Nous n'allons pas pleurer, nous allons nous battre. Je suis le professeur Thomas Guénolé, présentateur et auteur de cette émission. Dans cet épisode pilote, nous allons parler du meurtre islamophobe d'Aboubacar Cissé, nous allons parler de la propagande islamophobe de Pascal Praud, et nous allons parler de l'antisémitisme au Rassemblement national aujourd'hui. Mais avant cela, c'est quoi Uppercut ? Chaque jeudi à 20h, nous démolirons la propagande des médias d'extrême droite, CNews, Europe 1, le JDD, etc. Et nous démolirons la propagande des politiciens d'extrême droite, le Rassemblement national, Reconquête, Retailleau, Zemmour, Le Pen, etc. Notre travail sera percutant, combatif et intellectuellement rigoureux. Donc je vais pas reprendre l'idée de savoir si c'est trop tard ou pas, mais je vais reprendre l'idée du bras de fer. On sait que la nouveauté, alors je reprends souvent l'exemple de cette fameuse arborescence qu'on retrouve régulièrement chez nos amis, nos très chers amis du monde diplomatique, avec les fameux milliardaires qui possèdent les médias. Elle a enfin été mise à jour pour rajouter l'audiovisuel public, parce que ça a longtemps été un problème, cette absence. C'est vrai. Sauf que là, on est dans une nouvelle période où on a non plus des histoires de marché public ou de se mettre bien avec les politiques et compagnie. On a quelqu'un de nouveau qui est Bolloré, qui lui, à fond perdu, va lancer une guerre idéologique, civilisationnelle, et qui va... donc je le redis, à fond perdu, en plus des fonds qui viennent des pays pillés, notamment en Afrique, alors qu'ils financent des médias pour se battre, mener campagne et mener une guerre aux migrants qui sont en fait les victimes de sa politique à lui, sa politique économique en Afrique, ce qui est complètement fou. Mais je crois que ça a été relevé à plusieurs reprises, notamment sur les plateaux où tu étais présent. Mais comment on combat est-ce qu'avec, pardon de le dire comme ça, est-ce qu'avec un Tipeee, on va combattre Bolloré, qui lui a tous les moyens de pouvoir imposer ses points de vue idéologiques sur les plateaux de télé? J'ai compris, enfin j'ai cru comprendre, je n'ai pas de certitude, mais j'ai compris qu'une stratégie du faible au fort est possible. C'est pas à la gauche qu'on l'apprend, hein, d'ailleurs. On a l'habitude à gauche. Une stratégie du faible au fort est possible face au rouleau compresseur actuel médiatique, essentiellement, je le répète, on est d'accord là-dessus, de l'extrême droite. Je l'ai compris sur le plateau de TPMP, parce que moi, ce que je faisais, par habitude, j'aime bien faire on a tous des marottes bizarres. Moi, j'aime bien faire du montage vidéo, depuis longtemps. J'ai pris l'habitude et moi, j'aime bien. Et donc, je faisais des montages vidéo d'extraits courts de mes passages sur TPMP en gardant le moment où il y avait une confrontation, un truc frontal entre un message d'extrême droite et mon message de gauche. Et là, les statistiques sur les réseaux sociaux en termes d'engagement, de partage, de likes, etc., étaient d'un autre monde. C'est-à-dire que j'ai eu même des pointes à 1 million, 2 millions. Enfin, c'est complètement dingue. Bien. Ce qui veut dire que, en fait, si le contenu, si vous visez suffisamment juste et si vous tapez suffisamment à la fois juste et fort, en fait, vous pouvez avoir un très gros impact. Raison pour laquelle, c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je suis resté si longtemps
sur ce plateau-là, c'est que je voyais bien l'impact que ça avait. Il y a certaines argumentations qui devenaient plus difficiles à tenir du jour au lendemain par l'extrême droite parce qu'il y a une émission qui est regardée par 2 Français sur 70 où la contre-argumentation, il se l'était pris en pleine gueule. Mais est-ce qu'on n'est pas noyé... J'essaye de faire ça avec Uppercut TV, avec une caisse de résonance initiale beaucoup moins forte parce que je n'ai pas le plus gros mégaphone de France qui était TPMP, mais... j'ai quand même l'exposition accumulée sur les réseaux sociaux qui me donne une base de départ intéressante. Après, moi, je fais ma part du boulot. C'est aux gens qui vont suivre mon travail et qui continuent à suivre mon travail sur les réseaux sociaux de partager, de liker, de montrer autour d'eux. Moi, je suis l'émetteur. À un moment donné, il faut des relais. C'est audacieux, courageux, je trouve, d'avoir été sur ce plateau, d'être tout le monde ne pense pas ça, au milieu de tous ces loups, on va dire, de la télévision, mais oui. Et prêt à vous bondir dessus à chaque échange quasiment, et ne partageant quasiment jamais votre point de vue. J'ai un contre-exemple, au moins un, j'en ai plusieurs en vrai, mais j'en ai au moins un, qui est une fierté pédagogique personnelle, c'est Polska. Polska, au début de TPMP, elle était traitée avec beaucoup de condescendance comme étant la potiche blonde qui n'avait rien à dire. Au bout de plusieurs mois assis côte à côte, à beaucoup discuter ensemble et à travailler ensemble en réalité, c'est elle qui a coincé Bardella quand il a été invité à l'une des dernières émissions de TPMP. Et vous n'imaginez pas à quel point je suis fier d'elle. C'est une parenthèse, excusez-moi. Mais le fait d'être la seule personnalité ou l'une des seules personnalités de gauche sur ces plateaux, est-ce que ça ne vous donne pas l'impression d'être une caution pour eux? Alors, non. Non, je connais cet argument. D'abord, il faut savoir que dans n'importe quel film, quand vous avez une équipe de gentils, du point de vue de l'extrême droite, entendez-moi, une équipe de gentils face à un méchant qui les prend seul contre 5 ou 6, le personnage le plus marquant du film, c'est le méchant. Bon. Et donc, en réalité, mon message avait infiniment plus d'impact que celui qui était tenu par, selon les cas, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 personnes autour du plateau. Bon, ça c'est la première chose. C'est l'effet de dissonance qu'on connaît bien dans les médias, c'est-à-dire celui qui ne dit pas la même chose que les autres, on l'entend et on le retient 10 fois plus, clairement. Ensuite, il y a un effet, il est clair que ça n'a aucun impact sur le public qui est férocement d'extrême droite. Je suis d'accord. Sauf que ce n'est pas les seuls à être d'extrême droite ou à voter pour l'extrême droite. J'ai un type, je vous jure, c'est un des moments les plus émouvants que j'ai vécu dans cette séquence-là. J'ai un mec que je ne connais pas qui m'a écrit un mail pour me remercier. Il m'a dit qu'il votait RN quand j'ai commencé à participer à TPMP. Et que mes interventions l'avaient convaincu d'arrêter. Alors, il vote à droite, donc on n'a pas fait tout le chemin, mais le simple fait d'avoir reçu ce truc-là, à titre personnel, c'est une légion d'honneur. Vous voyez ? Et donc, ça ne marche pas avec les plus durs, bien sûr, mais ça peut marcher, avec ceux qui, en fait, acceptent d'écouter. Et j'en ai plein qui m'envoient « je ne suis pas d'accord avec vous, mais j'aime bien vous écouter ». Ça tombe bien. C'est le début d'un possible engrenage positif qui est de vous ramener ailleurs que dans ce truc où vous avez... Enfin, voilà, vous savez comme moi que l'extrême droite, ce n'est pas des idées, c'est de la haine pure. Alors, on va revenir rapidement sur cette question. Simplement, quand vous êtes... parce que c'est quand même la question qui avait été posée, que je vous avais posée sur les réseaux sociaux, par rapport à votre présence sur TPMP. Est-ce que vous aviez déjà... Alors, il a couru le bruit, l'idée, alors je ne sais pas si ça va se concrétiser ou pas, si c'est du flanc, que vous prépariez un bouquin et que vous étiez en sous-marin chez TPMP pour écrire un bouquin sur les coulisses. Jamais. Alors, est-ce que vous aviez Uppercut en tête quand vous étiez sur le plateau de TPMP? Non, j'ai pris la décision il y a un mois à peu près. Ah oui, vraiment? Oui, vraiment. Vous ne pensiez pas à l'après TPMP? Parce que vous avez quand même appris que C8 allait claquer. Non, honnêtement, vous savez, c'est un rythme complètement dingue, TPMP. C'est le talk show sur sa case, c'est le talk show le plus regardé. C'était le talk show le plus regardé de France. C'est un impact sur votre vie professionnelle, sur votre charge de travail, sur votre charge mentale, sur votre vie émotionnelle. Enfin, c'est une expérience quand même particulière. En bien, moi je suis très content de cette expérience. Vous nous rappelez votre principale activité professionnelle? Moi, je suis politologue et je suis enseignant.
D'accord. Et c'est que vous avez toujours continué, même en étant sur le plateau de Oui, TPMP. d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai appris que j'étais invité sur le plateau de Cyril. Non, pardon. J'ai appris qu'ils avaient commencé à parler de moi sur le plateau de TPMP. C'est comme ça que je suis venu, parce que j'ai réagi à ce qu'ils avaient dit de négatif sur moi en disant il aurait été plus intéressant de m'inviter pour que je vous explique pourquoi. En l'occurrence, je pense qu'il faut interdire le Rassemblement national. Et Cyril, en direct, à ce moment-là, a fait balancer le tweet sur l'écran derrière lui et a dit il peut venir demain s'il veut. Et ça a commencé comme ça. D'accord. Et donc, mais en fait, moi, quand j'ai appris ça et que j'ai réagi comme ça, je sortais de ma salle de cours. Voilà, par rapport au fait d'être prof. Et donc, je ne sais plus où on était. Il n'y a pas de souci. Simplement, du coup, je rebondis sur la question de je rebondis sur la question de Fabrice. Est-ce qu'il n'y a pas le sentiment de dire qu'en étant... Alors, vous acceptez, vous sortez de la salle de cours, vous réfléchissez, vous acceptez, vous allez sur le plateau de TPMP. Ah oui, l'après, voilà, c'était ça ma question. Oui, est-ce que vous avez préparé l'après-TPMP? Honnêtement, je n'avais pas le temps. Je vous le dis franchement, je n'avais pas le temps. Oui, c'est vrai. En plus, au moment où j'aurais pu commencer à me poser la question... Cyril a rallongé d'un peu moins d'un mois quand il a fait le truc, pas sur C8, mais qu'il a fait un dispositif multi-web, multicanaux, etc. Par la suite, honnêtement, dans un premier temps, j'ai pris un peu de repos. D'accord. Donc j'ai pris 2-3 semaines un peu au vert. Puis après, je me suis dit, bon, ok, maintenant, qu'est-ce que je fais? Et c'est en reprenant une vie sociale normale que j'ai pris conscience qu'il y avait vraiment un capital d'intérêt et de sympathie à utiliser pour la cause de la lutte contre l'extrême droite. Parce qu'en fait, quand vous sortez de TPMP, ça ne m'arrive plus de me promener dans la rue, enfin de promener dans l'espace public sans qu'il y ait des gens qui me reconnaissent et qui me disent merci. C'est généralement des racisés, pour être tout à fait clair. C'est un honneur d'ailleurs. Et là, à force, je me suis dit, en fait, il y a clairement une attente, donc je vais y aller. Voilà. Mais de fait, Cyril Hanouna était en constance dans une volonté de vous écraser, d'écraser toute voix contestataire. Pas particulièrement moi. On voit des séquences quand même on voit des séquences où il est assez toxique ou du moins humiliant ou tente d'être humiliant vis-à-vis des chroniqueurs. Comment vous l'avez vécu? Humainement, pas bien. Mais ma différence avec d'autres chroniqueurs, c'est que moi je lui ai dit. Et je lui ai dit sur le plateau. Et je lui ai dit répétitivement, et ça s'est pas toujours bien passé. D'ailleurs, la première fois que je lui ai dit d'arrêter de me parler comme ça, et de manière assez ferme, d'abord, dans ma tête, je me disais, en fait, s'il ne se calme pas maintenant, je m'en vais, je ne reviens pas. Alors, il se trouve qu'il s'est calmé. Moi aussi, je suis redescendu. Et en fait, on s'est calmés tous les deux en même temps à l'antenne. Ça s'est vu. Et le lendemain, je reviens et Gilles Verdez me dit, honnêtement, je ne pensais pas te revoir parce que personne ne lui a jamais parlé sur ce ton sur le plateau. Ah bon? Ok, bon. En tout cas, mais lui, par contre, la réciproque n'est pas vraie. Je ne suis pas du tout le seul à qui il a parlé comme ça. Donc, il n'y a pas d'acharnement spécifiquement sur moi. En revanche, ce qui est vrai, c'est que c'était du free fight. Oui. Mais est-ce que c'est préparé? Non. Et j'insiste là-dessus parce que c'est complètement dingue. Enfin, moi, je trouve ça complètement dingue en bien. C'est que j'ai une véritable gratitude envers Cyril. Je sais que ça paraît dingue, tellement on a des différences politiques notoires. Mais j'ai une vraie gratitude envers Cyril parce que, c'est lui, spécifiquement lui, qui m'a donné accès au plus gros mégaphone de France. Il l'a fait en toute connaissance de cause parce qu'il connaissait mes idées. Quand j'ai commencé à défourailler, soir après soir, il m'a gardé. Moi, je revenais. Il y a des gens qui me disaient, vous avez le courage de revenir, c'est bien. Oui, mais il y en a un qui me fait revenir. Et, comment dire... à un moment, je lui ai dit, au début, dans les premiers jours, parce que j'avais d'autres expériences médiatiques où je savais que ça se fait, c'est, si tu veux, je te donne les grandes lignes des sujets sur lesquels j'ai l'intention d'intervenir et en gros, ce que j'ai l'intention de dire. Ça se fait, pas le détail, mais au moins les angles, etc., parce qu'il a une émission à gérer quand même. Et il m'a répondu, non, je préfère avoir la surprise. Ce qui veut dire qu'en fait, à chaque fois que je venais sur le plateau, Cyril Hanouna, qui est le patron de l'émission et le patron tout court du dispositif, ne savait pas ni ce que j'allais dire, ni quand j'allais le dire. En même temps, il répond comme un tautologue. C'est-à-dire qu'il connaît aucun dossier. Il explique, les Français pensent que, moi je connais les Français, moi je connais ce dossier-là, moi je connais ceci. Moi je l'appelle le Tony Montana du PAF. Il répond sans aucune connaissance des dossiers. Donc il est capable de répondre n'importe quoi. Il ressemble à Tony Montana et il ressemble aussi à Sarkozy, qui, ceci dit, ressemble à Tony Montana. Mais oui, il y a quand même un petit point commun. Donc il n'a pas besoin de maîtriser les dossiers puisqu'il fait du populisme, littéralement. Du populisme. C'est-à-dire qu'il répond à ce que les gens
gens attendent d'extrême droite. Vous l'avez dit vous-même, que c'est des gens d'extrême droite qui regardent cette émission. Cyril, il exprime ce qu'il pense être le centre de gravité des opinions de son public. Ben voilà, ce qu'il pense être le... Et donc je vous annonce, parce que j'en suis sûr, sur W9, il n'aura pas le même discours, notamment parce que, de facto, il va changer de public. C'est pas le même public, bien sûr. Et c'est pas le même propriétaire, parce que Bolloré a un projet civilisationnel, vous l'avez dit vous-même. Je peux dire un mot sur Bolloré ? Oui. Parce que... Mais oui, je suis d'accord avec vous. Je dois dire que j'ai longtemps cherché qui était le stratège, l'éminence grise, qui avait mis au point un plan aussi génial aux côtés de Vincent Bolloré. Il n'y en a pas, c'est Vincent Bolloré lui-même. Et donc, je dois dire que j'ai pour cet adversaire politique un véritable respect d'adversaire. C'est-à-dire qu'il est vraiment très fort. C'est-à-dire que pour les forces progressistes, ça faisait plusieurs décennies qu'on n'avait pas eu un adversaire d'extrême droite de ce niveau-là. Parce que c'est lui le chef. Quand même très élogieux, parce que la finalité... C'est lui, hein, il a surtout un chéquier. Thomas Guénolé, oui, la finalité... Avoir un chéquier ne suffit pas. Il faut aussi avoir... Non, il faut... Pardon, Fabrice. Non, mais c'est juste la finalité dangereuse, il faut le dire. On peut avoir du respect, peut-être, mais reconnaître qu'il y a une finalité extrêmement dangereuse dans le fait de financer à fond perdu, comme le disait Mourad. Je ne suis pas en train de vous dire que je l'aime bien, je ne le connais pas d'ailleurs. Des idées à la fois factices, mais parfois manipulatrices, pour pousser les gens à se radicaliser à l'extrême droite. Je vais vous reformuler pour être plus clair. Il faut regarder en face qu'on a face à nous un adversaire extrêmement brillant et dont la stratégie est excellente. Et il faut le regarder comme tel. Il n'est pas juste méchant. Oui, mais il y a un potentiel de dangerosité, de nocivité. On peut reconnaître des gens les plus dangereux du monde qui sont brillants. Il a créé une machine complète de combat culturel qu'on peut largement lui envier à gauche. Alors certes, la différence fondamentale, c'est qu'on n'a pas les moyens. Mais évidemment. J'entends bien, je suis totalement d'accord avec ça. Non, mais c'est fondamental. Je suis d'accord avec ça. Non, mais c'est fondamental. Pardon Thomas, et pardon Fabrice. La différence fondamentale, c'est que si demain, je ne sais pas moi, le Parti communiste, le NPA ou LFI avaient les mêmes moyens, évidemment qu'ils lanceraient des chaînes, évidemment qu'ils financeraient des chaînes et des médias, ils recruteraient des militants. On les a peut-être pas. On les a par souscription populaire et la naissance du média est un bon exemple. C'est-à-dire que c'est pas un problème de moyens en face. Je ne pense pas. C'est vraiment. C'est pas non, sûr que si, on se croirait dans Mission Cléopâtre. Ce n'est pas qu'une question de moyens. Non, mais en fait. Oui, mais si. Il y a. Mais non. C'est-à-dire qu'il y a quand même comment dire, il faut avoir les moyens et il faut avoir une efficacité de la stratégie que l'on finance. Parce que si on finance une mauvaise stratégie, ça ne marchera pas quand même. Et ce que je dis, sur quoi j'insiste, c'est que Vincent Bolloré a une stratégie qui fonctionne très bien. Parce que reposant sur une idéologie fasciste. Alors, est facile à travers le populisme à propager. À mon avis, c'est surtout le mot-clé. À mon avis, c'est comment dire c'est l'efficacité organisationnelle de la machine et l'efficacité des propagandistes qui jouent un rôle fondamental. C'est-à-dire que CNews n'aurait pas cet impact s'il n'y avait pas Pascal Praud dans ce rôle-là, avec cette qualité d'interprétation de son rôle, etc. J'insiste là-dessus. C'est pour ça que je vous dis que je respecte mes adversaires d'extrême droite, au sens où je les trouve talentueux, et j'ai l'intention de les battre. Mais je fais très attention à ne pas les sous-estimer. Considérer Pascal Praud comme un imbécile est une erreur. Il est très très bon dans ce qu'il fait, et ce qu'il dit est très très grave. J'ai pris conscience d'ailleurs, à force de bosser sur Uppercut TV, que je sous-estimais, parce que je regardais moins CNews avant de faire Uppercut TV, je ne vous le cache pas, je sous-estimais la gravité de ce qu'il balance. Il a parlé de l'ensauvagement la semaine dernière. Pendant son édito, c'est dans Uppercut TV, je vois que vous avez de scènes de saint visionnage, il a parlé d'ensauvagement. Alors on pourrait dire, oui, c'est un mot, d'accord, c'est connoté, mais c'est pas forcément un truc le plus crade disponible. Oui, sauf qu'il a fait référence à la France orange mécanique d'Oberton, c'est-à-dire la théorie la plus raciste de France. C'est-à-dire, en résumé, les crimes sont de plus en plus... Il y a de plus en plus de crimes barbares, physiquement barbares, à la hache, des trucs comme ça, en France, parce qu'il y a de plus en plus d'immigrés qui viennent d'Afrique. C'est ça, la théorie de l'ensauvagement. Et il vous cite ça à l'antenne de CNews, à 1 heure de grande écoute. C'est ça, Pascal Praud. C'est
C'est pas juste un commentateur sportif qui dit des trucs réacs, c'est beaucoup plus grave que ça. Et c'est bien pour ça qu'on vous posait la question de votre participation. Alors, le retourne, je sais que vous êtes contraint. Oui, je dois aller chercher ma fille. Voilà. J'avais juste une dernière question, enfin, je te laisserai, Fabrice, évidemment, poser ta question si tu le souhaites. On vous a aussi accusé d'être présent, alors, au-delà du fait d'être le punching ball de la gauche et que donc par ricochet, sparring partner. La gauche, oui, sparring partner, pardon, s'il vous plaît, sparring partner donc de gauche qui du coup faisait que tous les militants de gauche se retrouvaient frappés à chacune des agressions de Cyril Hanouna. C'est-à-dire que les militants de gauche ou les gens sympathisants de gauche ou les gens racisés qui subissaient, si jamais ils l'entendaient, ce qui était dit à l'antenne à leur sujet, ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire quand j'en mettais une bonne, ça faisait plaisir à beaucoup de monde. Je le sais parce qu'ils m'ont écrit. Moi, je le sais parce que je le lis aussi. Ils se sentent, ils disent, mais comment il peut supporter de telles agressions, de telles, ce qu'on disait tout à l'heure. Ah, parce qu'à titre individuel, j'en ai rien à cirer. C'est ça mon secret. Voilà. Merci pour la réponse. Voilà. Indirecte. L'autre accusation a été le fric. Le fric. Il reste parce qu'il est payé grassement. Qu'est-ce que vous dites de ça? Non, mais c'est écrit. Hein, c'est des choses qui sont vérifiables. Je peux le dire maintenant, et c'est absolument pas un reproche, c'est pas un problème. J'étais le moins bien payé de tous les chroniqueurs autour de la table. On est sur quelle fourchette? À la louche, en fourchette. J'étais à... alors, c'était un salaire de cadre. Hein. Voilà, c'était un salaire de cadre. D'accord. C'était un salaire de cadre. On est sur quoi? Il y en a qui étaient sur un salaire de 2 ou 3 cadres. Hein. 2-3 SMIC? Ouais. Plutôt 3 que 2, mais oui. D'accord, ok. Mais il y en a d'autres qui émargeaient, je ne vais pas les balancer, c'est pas mon rôle. Oui, je sais, à 16 et quelques. On a vu ça, il y a eu un papier sur les rémunérations. Je reproche rien, c'est pas le sujet. C'est juste que dans ce contexte-là, me dire oui, il y est pour le fric, etc. Enfin, non, c'est ce que j'ai lu à plusieurs reprises. Je ne dis pas que vous le pensez. Par ailleurs, et ma réponse, c'est même oui, vous vous rendez compte ? Il était payé pour aller apporter une contradiction frontale de gauche à des idées d'extrême droite dans le talk-show le plus regardé de France. Oui, et on devrait me féliciter. Non seulement je le faisais, mais j'étais payé. C'est plutôt bien, non Enfin, je crois. Vraiment toute dernière très courte question. Votre entourage en a souffert, vous a soutenu? Comment ça s'est passé? Alors, il y a eu des moments difficiles. À un moment, ma femme m'a dit fais gaffe quand même, parce que je sais bien que toi, tu t'en fous quand tu te prends des coups du moment que tu peux continuer à en donner. Moi, je suis comme ça. Mais à un moment donné, quand même, il y va de ta réputation. Donc, même si ça ne te touche pas, ça ne t'atteint pas, et ça se voyait d'ailleurs que ça ne m'atteignait pas, à un moment, il faut que tu réagisses. Et ça a donné une réaction. Vous savez, on est nombreux à faire des choses importantes sur ordre de notre conjoint. Je vois qui hoche la tête. J'ai une question. Oui. On vous voit aussi en dehors de TPMP, on vous a vu sur Sud Radio aussi. Oui, avec Elisabeth Lévy, oui, exactement. En débat hebdomadaire, oui, même logique. Où vous avez critiqué à juste titre le Mélenchon bashing, l'acharnement médiatique qu'il y a eu après la sortie du livre La Meute. Je ne suis pas sûr qu'on va continuer les débats avec Elisabeth Lévy sur Sud Radio, parce qu'à la fin de cette séquence, elle a menacé de ne plus jamais faire de débat avec moi sur Sud Radio. Parce que vous lui avez posé une question très factuelle à laquelle elle n'a pas su répondre. Je lui ai demandé des preuves d'un truc très grave qu'elle affirmait, qui était des amis de M. Mélenchon tabassent des enfants juifs dans des collèges ou des lycées, je ne sais plus. Et donc, quand on m'a passé la parole, je lui ai dit, écoutez, vous venez de dire quelque chose de très grave, donc donnez-moi des noms d'amis de M. Mélenchon qui ont tabassé des juifs et je vous rends la parole. Et là, effectivement, elle a pété un câble parce qu'ils n'ont plus l'habitude qu'on leur demande des sources. Qu'on leur demande de prouver ce qu'ils racontent. Ils ont juste pris l'habitude d'éructer n'importe quoi. Alors, sauf que, Thomas Guénolé, la question qui fâche. Avant la meute, en 2019, il y a eu la chute de la maison Mélenchon, un livre que vous avez écrit. Tout à fait. Où vous le présentiez aussi comme, je vous cite, un dictateur entouré de courtisans prêts à encaisser les humiliations. Qu'est-ce qui ça, c'est pas dans le bouquin, ça. C'est... Non, ça, c'est dans l'article du Point. Mais je vois de quoi vous parlez. Mais c'est pas dans le bouquin. Mais oui. Je vois ce que vous voulez dire. La question, c'est qu'est-ce qui a changé depuis? Alors, plusieurs choses. D'abord, je me suis expliqué d'homme à homme, de personne à personne. Si avec Jean-Luc Mélenchon. Avec Jean-Luc, oui. Et je n'ai plus de conflit avec Jean-Luc. Voilà. Là, c'est un aspect plus de type personnel.
Et donc, je ne rentrerai pas dans les détails. Mais voilà, cette conversation-là a eu lieu. De même avec Sofia, d'ailleurs, soit dit en passant. Sofia Chikirou. Sofia Chikirou, oui. Oui, pas Sofia Aram, ce serait un peu surprenant. Ce serait surprenant. Et puis, il y a un autre aspect qui est qu'à un moment, il faut être cohérent. Pour moi, la cohérence morale, c'est quelque chose de très important. Et je ne peux pas, d'un côté, dire bon, les gars, il faut absolument qu'on unisse toutes nos forces sans exception pour barrer la route, non seulement barrer la route à l'extrême droite, mais il ne faut pas juste leur barrer la route, il faut les battre, il faut les vaincre. Et après dire, bon, mais pas avec toi. Et puis pas avec toi. Et puis pas avec toi non plus. Dans l'état de gravité de la situation, c'est ce que j'ai dit sur Sud Radio et je le répète chez vous volontiers, tout homme ou toute femme qui combat sérieusement l'extrême droite est mon frère d'armes ou ma sœur d'armes. Et donc ça s'applique à Jean-Luc Mélenchon et à toute la bande, par définition. Ce qui a changé entre-temps, il ne vous aura pas échappé qu'il y a le feu. 42% pour l'extrême droite au deuxième tour de la présidentielle. Je ne sais pas, je ne comprends pas qu'on n'en reparle pas tous les jours. Qu'à l'extrême droite, donc un parti qui a été fondé littéralement par des anciens nazis, et où, enfin, j'ai fait un sujet sur Hypercute TV sur l'antisémitisme et les relents nazis aujourd'hui au Rassemblement national et non pas il y a 50 ans. Donc c'est ça qui est aux portes du pouvoir. Donc oui, effectivement, dans ces contextes-là, oui, tout ça, ça n'a pas d'importance comparativement. Oui, ça m'avait beaucoup meurtri à l'époque et ça m'avait beaucoup choqué et ça va susciter mon désaccord à l'époque. Mais dans le contexte politique actuel, à un moment donné, il faut avoir le sens des priorités. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus. On en reparle sur Hypercute TV ? Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci Thomas Guénolé. Place à tes coups de cœur, Mourad, des coups de cœur surtout littéraires aujourd'hui. Oui, alors je rattrape un peu mon retard. J'ai beaucoup de retard parce que vous m'envoyez énormément de livres et je vous remercie infiniment. Mais voilà, il faut le temps de les compulser, de les lire, de les analyser un minima. Alors, dans la collection La part des choses, chez nos amis d'Eliott, puisqu'ils sont amis et voisins, ils sont juste à côté, là, du côté de Montreuil, il y a l'introduction de la philosophie politique de Jonathan Wolff. Alors, c'est extrêmement intéressant, puisque ça vient essayer de resituer la place de l'État et de la démocratie dans nos sociétés. Alors, je trouve ça intéressant parce que c'est une époque particulière, notamment, je pense à Elon Musk. En ce moment, on parle beaucoup du libertarisme, des libertariens. On parle beaucoup de la volonté, notamment d'Elon Musk, de vouloir acheter une île et puis de se séparer de l'État. Est-ce qu'on peut se séparer de l'État ? Quelle est la place de l'État, de la démocratie ? Est-ce que la démocratie a fait son temps ? Est-ce que les inégalités entre les pauvres et les riches, qui pourraient être contrariées par les actions politiques de l'État, des États, est-ce que c'est une fatalité ? Donc ça vient apporter une pensée qui me semble... Alors pour moi, c'est plus qu'une introduction. C'est une pensée qui vient essayer de replacer ou pas l'État au centre du village, comme on dit, comme l'expression le dit, et de la question de la justice dans nos sociétés. C'est chez Eliott, édition Introduction à la philosophie politique. C'est signé Jonathan Wolff et c'est dans la collection La part des choses et c'est traduit de l'anglais. J'aime toujours citer les traducteurs et les traductrices par Pierre Marty, que je remercie pour son travail. L'autre livre, il est sur quelqu'un que j'adore, qui s'appelle Ambroise Croizat. Ça s'appelle Justice sociale et humanisme en héritage. C'est signé Emmanuel de Foulois, qui s'est rapproché du petit-fils d'Ambroise Croizat, parce que la sécurité sociale a 80 ans. Et donc, c'est à cette occasion. Alors, je rappelle, je suis obligé de lire parce que c'est tellement incroyable. Cet ouvrier, Ambroise Croizat, donc après le CNR, en s'appuyant sur le CNR après la libération, est à l'origine de l'assurance maladie universelle, des retraites généralisées et solidaires, des allocations familiales, de la médecine du travail, de la loi sur les accidents de travail, des comités d'entreprise, de la fin de la discrimination légale des salaires des femmes, même si ça a été écorné depuis. Voilà, c'est l'héritage d'Ambroise Croizat. Je trouve ça absolument extraordinaire, ce parcours formidable. Merci Emmanuel de Foulois. C'est aux éditions Jet Bleu, comme l'oiseau, édition, et ça s'appelle Ambroise Croizat, Justice sociale et humanisme en héritage. Et on termine cette émission avec les remerciements. Alors, mes remerciements vont aller à Denis Petitjean, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était l'organisateur de la venue de Rima Hassan et qui est quelqu'un qui milite pour la Palestine depuis toujours et qui est formidable. Johanna, également d'Orléans, Sébastien de Beaugency, Franck Vidal, qui est né un 7 février.
Alors, pas de la même année que moi, 62, l'année de Charonne. Mais voilà, nous sommes... et un jour, d'ailleurs, si vous êtes né le 7 février, il faudra peut-être vous signaler qu'on fasse une méga fiesta ici, aux médias, avec des chaises. Vous savez, comme dans le film avec Louis de Funès, là où ils font le tour de la table avec des chaises. Non, je déconne. Mais voilà, signalez-vous, n'hésitez pas. Diana, Anna et Daniel d'Orléans. Bastien, qui est fan de l'AS, qui habite donc la SSE. Hein, on est en Ligue de Châteauneuf-sur-Loire, dans le Loiret, et Théo d'Orléans. Rupi d'Orléans également, Anne de Saint-Denis-en-Val, Marie-Gaëlle d'Orléans, Mouhamad. Et je voudrais remercier, parce que j'ai complètement oublié la semaine dernière, on a reçu nos amis de Sans Transition, j'ai oublié de remercier l'œil de Lucho, ou Lucho, avec si on prend l'accent, en fait, parce que je n'avais pas percuté que c'était un hommage en fait à l'œil de Moumou. Et donc, voilà, encore merci à nos amis de Sans Transition qu'on a été ravis de recevoir et qui ont eu beaucoup, beaucoup de messages suite à cette chronique et j'en suis très heureux pour elles et pour eux. Merci Mourad et merci à vous d'avoir regardé l'œil de Moumou sur la chaîne YouTube du média, sur notre site internet ou encore sur le canal 165 de la Freebox. On rappelle que le média, votre média, ne vit que des abonnements et des dons de celles et ceux qui l'aiment. Si vous le pouvez, allez sur le site internet lemediatv.fr/soutien et donnez-nous aussi de la force, restez connectés aux médias.